Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité. L'émission Le Grand Déballage qui s'intéresse aujourd'hui à un monument de la musique burkinabé. Il a 68 ans, 50 ans de vie consacrée à la musique et à se faire plaisir au peuple burkinabé et au peuple du monde entier. Issouf Compaoré, le doyen, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Je l'ai dit, 68 ans. Pour ceux qui nous regardent, qui veulent votre actualité, comment va le doyen Issouf Compaoré? Je dirais que je vais très bien, grâce à Dieu. Et ça va. Alors, votre vie est une école. C'est vraiment toute une histoire à raconter à la jeunesse qui nous regarde actuellement et même aux anciens qui vous ont suivi, qui ont été à vos différents concerts. C'est ça. Alors, vous avez commencé la musique à 18 ans. Oui. Au début, ce n'était pas évident parce qu'au niveau de la famille, le papa n'était pas partant. Oui. C'est vrai. Je suis issu d'une famille musulmane. Et je suis né d'ailleurs dans un quartier très, très islamisé. C'est Zangouetin. Donc, quand j'ai commencé à chanter, parce qu'au départ, je chantais quand même dans les bars. Les orchestres se trouvaient dans les bars et dans les boîtes de nuit. C'est là-bas que j'ai fait mes armes. Et quand on lui a dit que je chantais tous les soirs dans les bars où les gens dansaient et buvaient de l'alcool, ça n'a pas été facile. Il vous a dit, il vous a convoqué pour vous dire qu'il ne voulait pas que vous continuiez à chanter. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec lui, le papa? Bon, moi, je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que c'est une passion qui m'anime et puis qui grandit tous les jours et qu'il fallait que je la fasse. Mais je l'avais rassuré en son temps. Je lui ai dit, tu sais, moi, je ne bois pas d'alcool et je ne cherche pas les femmes au niveau des bars. Donc, tu peux me faire confiance. Mais il n'a pas voulu. Et ça n'a pas été facile. Ça a duré combien de temps pendant intervenir des personnes? Oui. Au niveau de ma famille, il y a sa sœur, par exemple, qui est ma tante, que j'ai dû faire venir, et mon oncle aussi, enfin beaucoup de gens, même quelques-uns de ses amis, pour lui parler et puis lui dire, bon, effectivement, on a entendu parler du comportement d'Issouf dans les bars et tout, mais c'est pas ce que tu crois. Il ne boit pas d'alcool, il ne sort pas avec les filles de bar. Je m'excuse. C'est le terme qu'on utilisait à l'époque. Donc, mais ça n'a pas été facile. Ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans avant que ça ne se calme. Pas que ça finisse, hein, parce que là, c'est vraiment longtemps après que nous sommes devenus de bons amis. Mais est-ce qu'il a pu assister à l'un de vos concerts jusqu'à... Malheureusement, non. Il n'a pas voulu ou bien c'est parce qu'il s'était dit non, je ne vais jamais assister à un concert de mon enfant qui chante? Non, je ne crois pas. Oui. Parce qu'à la fin, comme je vous dis, on était devenus de bons amis. Et il écoutait mes chansons. Je faisais beaucoup de chansons de sensibilisation. Et puis, bon, depuis le début de ma carrière, quand vous analysez des chansons comme Prends une bière, c'est moi qui paye, Rythmier, qui damier. En fait, il a vu qu'il y avait beaucoup de messages intéressants dans ce que je faisais. Il n'a pas vu des chansons perverses, voilà, oui, exactement, dans ce que je faisais et tout. Donc, ça l'a rassuré. Au bout du compte, il a laissé tomber et on est devenus des potes. Il écoutait ma musique. Donc, je ne perdais pas l'occasion de le faire venir à la maison pour qu'on passe du temps ensemble, qu'on mange ensemble, qu'on passe la journée. Et je lui faisais écouter mes chansons qu'il appréciait. Et vous étiez dans les bars, les maquis pour chanter. Est-ce que ça rapportait financièrement? Je me rappelle mon premier contrat avec Madame Zouma. C'était, il y avait un... Vous savez, actuellement, le coin, c'est l'autre photo. À Ouagadougou. Oui, j'ai pas le droit. Allez-y, il n'y a pas de problème. C'est une explication, allez-y. Ok, voilà. Alors, il y a... Le bar s'appelait... La boîte de nuit s'appelait Cabane Bambou. Donc, mon premier contrat, j'avais 15 000 francs par mois. Ça faisait 500 francs par jour. Et là, il fallait jouer hein, pour avoir ces 500 francs. Si vous ne jouez pas, on vous les coupait, quoi. Mais les 500 francs, vous prenez ça comme quoi? Rémunération? C'était mon salaire. Oui. C'était notre salaire. Tous ceux qui jouaient là-bas avaient ça. Vous voyez, bon, donc c'est pour vous dire que c'était vraiment pas facile. Il fallait se battre. Et quand je pense à mes débuts, je vois en même temps le début des footballeurs à l'époque. On a connu vraiment de très grands talents dans ce pays-là qui se sont battus corps et âme, mais malheureusement à l'époque il n'y avait rien pour le football. Mais les 15 000 francs déjà, vous avez commencé à croire en ce que la musique puisse vous être utile pour l'avenir? Oui, moi j'y croyais. J'y croyais et je me disais qu'il fallait que je me donne les moyens de réussir à vivre avec ce que j'aimais.
Parce que c'est la musique que j'aimais. Donc, il fallait que je trouve les moyens. Mais après cet endroit, vous avez joué ailleurs? Ou bien il fallait jouer partout, dans différents endroits pour avoir quelque chose? Est-ce qu'ailleurs, c'était aussi les 15, les 500 francs par jour? Ou bien vous aviez l'exclusivité? Ils avaient l'exclusivité de votre prestation? Non, au départ, c'était un peu comme ça dans les boîtes. Il y avait quelques boîtes. Il y avait Cabane Bambou, il y avait Don Camillo, il y avait Promotel. Mais bon, plus on avançait, évidemment, plus ça payait davantage. Et on a continué comme ça pendant un moment. Puis moi, je suis rentré dans les spectacles. Et c'est là que ça a commencé à bouger financièrement. Vraiment, je jouais énormément. Je faisais plein de concerts. Donc, ça me rapportait quand même, au bout du compte, je pouvais réussir à organiser ma vie avec ça. Et puis plus tard, je suis rentré dans les chansons de sensibilisation. C'est des chansons que les gens me commandaient et que je réalisais. Donc c'était payé. C'était payé à la pièce. Et c'était bien parce que bon, ça m'a permis quand même de faire des projets et de réorganiser ma vie pour pouvoir vraiment gérer ça de façon. Et si on revient sur les 500 francs par jour, là c'était pour combien d'heures de spectacle? C'est toute la nuit. Toute la nuit? Ah oui, on commence quoi à 21h, on peut jouer jusqu'à 2h du matin. Et pour 500 francs CFA? Pour 500 francs. Et certainement, ça ne vous a pas découragé. À un moment donné, est-ce que certains n'ont pas dit avec ça, je n'aurai pas d'avenir, certainement? Oui, il y en a qui ont laissé tomber. Hein. C'est comme ça dans tous les métiers. Bon, il faut beaucoup de courage et de détermination. Et il faut vraiment... Moi, je savais ce que je voulais et je me disais qu'il fallait que je me donne les moyens. Et je l'ai fait. Alors, votre carrière a commencé dans les années 60, on pourrait le dire ainsi. 60, oui, 70 en allant, oui. avec les Black Pistols, hein, c'est ça? Oui. Oui, mais avant les Black Pistols, par exemple, oui, à l'école primaire, je savais qu'il y avait un gardien. On avait un gardien du nom de Daniel. C'était le gardien d'un de nos instituteurs qui jouait au koundé, la guitare traditionnelle Mwara. Il aimait jouer, chanter, il aimait ça énormément. Et moi, à mes moments libres, j'étais avec lui pour écouter chanter. Il avait vraiment une façon très spéciale de chanter le moré. Ça me plaisait énormément. Et un jour, j'ai essayé la guitare. Moi, je ne jouais pas ce que lui il jouait parce que lui jouait de la musique traditionnelle. Moi, j'essayais de transposer les chansons de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et tout sur le koundé. Et ça a marché. Voilà déjà le départ. Ah, depuis l'école primaire? Depuis l'école primaire. Mais là, vous vous cachez pour le faire, hein, parce que personne ne devait le savoir. Si je rentre à la maison, je n'ai pas de koundé, j'ai rien. Donc déjà, ça, c'était comme ça. C'était juste le déclic en réalité. Et plus tard, dans le quartier, on a formé les Black Pistols. C'était uniquement des jeunes du quartier Zangouetin? Oui. Zangouetin qui, faut-il le rappeler? Zangouetin et Peloguin, c'était des quartiers. Zangouetin qui a été rasé en 2003, qui aujourd'hui est la zone d'activité, la Zaka, au centre-ville de Ouagadougou. Exactement. Voilà. Oui, c'est vrai. Et vous étiez un groupe de combien de personnes avec les Black Pistols? 7 personnes. 7 personnes. Oui. Okay. Bon, beaucoup sont... Les gens n'ont pas continué. On avait cotisé au départ pour acheter une guitare acoustique. On jouait à tour de rôle, ça faisait le tour. Et chacun devait jouer une semaine, mais quand ça arrivait mon tour, il fallait se lever le matin de bonne heure pour récupérer. Parce que dès que vous prenez, vous n'avez plus envie de revenir. Voilà, vous avez rompu le contrat avec les autres. Exactement. C'est vrai. Et cette guitare-là, vous avez coûté combien de francs CFA? Oh, c'était pas cher. Je sais qu'à 7, on a mis chacun 500 francs. Ben ouais. Voilà. 3500 environ pour payer cette guitare. Oui, c'était pas une guitare de très bonne qualité non plus. C'est une guitare Palm Beach. Pas très nette, mais bon, c'est avec ça qu'on a travaillé un moment. Puis après, je sais qu'en 69, notre groupe est allé jouer à Combisiri. Pour la première fois, on a voulu faire l'expérience d'aller jouer comme ça. On a organisé, on est allé à Combisiri. On a rencontré les autorités de la ville qui nous ont hébergés. Et puis bon, quand ils nous ont vu jouer, ils ont voulu que les jeunes viennent apprendre. Ils sont venus quelquefois et puis bon, on a organisé donc des cours et tout. Puis à la fin, on a clôturé par un bal à Combisiri. C'était très joli. Bal poussière, comme on dit en son temps? Oui, bon, oui, c'était ça. Mais nous, on a eu la chance, c'était à la maison des jeunes. Donc c'était, on a dansé sur du béton. En son temps, il n'y avait pas de chansons typiques pour vous, ou bien c'était les reprises de Johnny Hallyday? Exactement. Oui. Et ces jours-là, j'ai composé quand même à Combisiri. J'ai commencé à composer ma chanson à Combisiri en 69. Et ce sont les chansons que j'ai chantées en 71 pour la première fois à la radiodiffusion.
71, hein? Oui. La première fois. La première fois. Et quand vous êtes passé par là, c'était d'abord le déclic pour que oui. le peuple puisse savoir que vraiment il y a un talent Exact. qui venait de naître au Burkina Faso. Exact. Et à l'époque, on nous appelait les vedettes en herbe. Et il y avait cette émission qui s'appelait Contact Vedette. C'était mercredi, je crois, aux alentours de 14 h. Et c'était Karim Konaté qui animait. C'était formidable. Il donnait la chance à tous ceux qui... Mais tu viens avec ta guitare. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les jeunes, bon... Ils ont pratiquement tout. Oui, mais ils sont auteurs-compositeurs, mais ils ne jouent pas d'un instrument. À l'époque, il fallait venir avec son instrument, c'était très important. Mais vous le savez aussi, quand même, un artiste qui ne sait pas jouer un instrument, quand même, il faut se réveiller. Et il est limité. Pas normal, il est limité en principe. Il est limité. Il est limité parce qu'il faut avoir quand même une vision assez large de la musique. C'est important. Il faut avoir des connaissances assez importantes là-dessus. Oui. Oui. Les années 70 en allant, il n'y avait pas de studio d'enregistrement au Burkina Faso. Pour un jeune musicien comme vous, comment vous êtes pris finalement? Ça n'a pas été facile. Ce que je disais, c'était vraiment la croix et la bannière. Au départ, on avait un studio à la radio. Bon, mais c'était pas un studio stéréophonique, hein, c'était mono plutôt. Et on mettait tout le monde ensemble dans le studio avec les amplis, les guitares, les batteries, tout le monde ensemble avec les chanteurs et les choristes. Et puis vous commencez à jouer, on vous enregistre. Donc c'est eux qui font les dosages au niveau de la console. Et quand il y a un instrument qui domine, il faut recommencer. S'il y a un instrument qu'on n'entend pas, il faut recommencer. Si quelqu'un se trompe, il faut recommencer. Alors, vous pouvez passer toute la journée pour une chanson. Oui, une ou deux, vraiment. Une ou deux. Et ce n'était pas facile. C'était très laborieux. Donc, en 79, je suis allé en Côte d'Ivoire parce que je sentais le besoin de faire quand même quelque chose. À l'époque, c'était des 45 tours. En 75, quand j'ai enregistré ici, avec l'orchestre Afro Soul System, c'est avec eux que j'ai enregistré les chansons comme Prends une bière, Adoption Miélé, tout ça. Et puis après, je suis allé donc en Côte d'Ivoire et j'ai eu la chance de rencontrer un compatriote qui était là-bas, qui était dans la musique, Minungu Alphonse. C'est le grand frère à notre chanteur. On a un musicien, Alfred Minungu. Et il était d'ailleurs dans le magasin quand je suis arrivé. Et c'est lui-même qui a dit à son grand frère que j'étais assez célèbre à Ouaga. Il fallait vous accompagner. Voilà. Parce que quand vous êtes arrivé à Abidjan, vous n'aviez pas les moyens. Non, je n'en avais pas. Un aventurier, vous avez pris la route sans avoir suffisamment de ressources. Ah oui, c'était comme ça. Et quand je suis arrivé, j'ai logé chez un cousin, Gorko, qui m'a hébergé. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a accompagné chez Minungu parce qu'il disait, il y a un voltaïque à l'époque qui était là-bas et qui faisait dans les disques. Et donc, quand il m'a écouté, on a échangé, il m'a donné rendez-vous. Bon, il fallait qu'on puisse faire le boulot, mais c'était au Ghana qu'il fallait aller enregistrer. Décidément, hein, c'est un parcours de combattant. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana. Ghana, Bénin. Parce que quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, le Ghana, j'ai enregistré donc à Ambassador Records avec, j'ai fait un 30 cm à l'époque. Ils appelaient ça LP, long play. On est revenu. La nouvelle génération ne connaît pas ça, hein, non, parce que les 45 tours, ainsi de suite. Oui, c'était le vinyle à l'époque. Oui. Oui. Donc, il fallait partir avec la bande au Bénin pour faire la matrice. On a fait la matrice au Bénin et revenir en Côte d'Ivoire pour presser à l'acide. Voilà comment ça se passait. Et tout ça, cela a coûté une fortune, mais vous n'aviez pas l'argent pour payer. Oui, c'est le producteur qui a payé. Et quelle était la contrepartie pour lui? Est-ce qu'il y avait un contrat qui vous liait déjà? Oui. Bon, il vendait les disques et il me donnait ce qu'on appelait les royalties. Donc, il vend les disques et j'ai un pourcentage. Mais le disque a tellement bien marché. Je sais que le lancement, c'était le jour de la semaine commerciale de Trècheville. Et tous les voltaïques à l'époque qui sont venus sont repartis avec le disque sous la main. Il y avait une certaine fierté de voir qu'il y a un compatriote qui est là, qui chante bien et tout ça. Voilà. Donc, quand je suis revenu faire la promotion, vraiment, c'était parti, quoi. Et dès que ça s'est fini, vous êtes rentré au pays maintenant? Je suis rentré. Oui. Bon, ils ont voulu que je reste, mais je n'ai pas pu. Je suis revenu plus tard pour faire le deuxième 30 cm, où il y a Damba, Calais, Petite Fille et tout ça. Ça aussi, on a été enregistré. J'ai travaillé au Ghana avec des musiciens. On a été enregistré au Togo.
Et puis on est allé presser en Côte d'Ivoire. Décidément, à chaque fois, il faut faire le même itinéraire. Parce qu'au Burkina, il n'y avait absolument pas de studio et rien du tout. Absolument rien. Oui. Ouais. Il y en avait qui se débrouillaient pour faire des chansons, mais c'était vraiment pas facile. La qualité n'y était pas. Alors, Youssouf Compaoré, quand on entend votre nom, il y a des chansons mythiques qui ont été entonnées un peu partout. L'histoire, par exemple, de Zenabo. Oui. Quand on dit Youssouf Compaoré, tout le monde dit Zenabo. Alors, Zenabo, c'est une belle histoire aussi qui est liée à votre première épouse, comme vous l'avez dit. Exactement. Oui. C'est ça. Je crois que la magie de Zenabo, c'est parce que ça vient vraiment de mes tripes. Oui. Alors, ma défunte épouse, quand je l'ai rencontrée, la toute première fois qu'on devait sortir ensemble, on n'a pas été en boîte de nuit à l'époque comme c'était l'usage, ou bien au bar ou tout ça, non. J'ai voulu qu'on parle et j'ai voulu surtout lui raconter ma vie, lui dire qui j'étais. Le Quilranoré, c'est plus romantique quand c'était un Quilra, mais en réalité c'était au Grand Barrage qu'on a été. Mais à l'époque c'était bien, avec la digue était propre et tout. Bon, on s'est assis. On a passé, je crois, 2 heures ou même plus. C'était dans lequel des barrages de Ouaga? Est-ce que c'est... Bon, celui qui est à côté de Silimandé, c'est le barrage numéro 1, je crois. Oui. Donc c'est le numéro 2. Le numéro 2. Voilà, à côté de Chifra. Okay. Donc on est resté donc sur la digue pendant très longtemps, on a causé. Je lui ai raconté ma vie. Je lui ai dit qui j'étais et tout et tout. Et je lui ai dit que je galérais parce que la musique à l'époque, c'était... Ça ne rapportait pas gros. Voilà. Donc, quand je lui ai tout dit, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a demandé, bon, tout ça là, c'est bien, mais c'est pour m'épouser ou bien c'est juste pour qu'on puisse sortir ensemble et puis nous amuser? Parce que si c'est ça, ne compte pas dessus. Mais si vraiment tu veux m'épouser, même si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas un problème. Wow. On va chercher l'argent ensemble. Les choses étaient claires dès le début. C'était à la première rencontre. Oui. La toute première rencontre. Enfin, on s'était déjà rencontrés. Oui. Je suis allé chez elle, mais c'était la première fois qu'on sortait ensemble. Et là, elle vous a imposé de l'épouser ou à défaut... oui, on laisse tomber. Ce n'est pas la peine d'aller loin, quoi. Et ça ne vous a pas ébranlé du tout dans votre engagement auprès d'elle et tout ça? Non, parce que les quelques jours que je l'avais approchée m'avaient fait quand même découvrir qu'elle avait... une fille qui avait une âme vraiment profonde. Il y avait quelque chose de spécial en elle et je ne m'étais pas trompé parce que depuis le jour où on a été au barrage, on est resté 29 ans ensemble et c'était vraiment 29 ans de bonheur. 29 ans de bonheur, 29 ans de parcours et puis c'est avec elle que vous avez eu la célébrité. Est-ce que c'est à partir de là que vous avez dit je vais écrire... Son nom c'était Zenabo ou c'est quoi son nom? Non, Sali, elle s'appelait Sali. Sali. Mais pourquoi avoir chanté Zenabo justement? Les syllabes, les pieds, c'est comme quand vous écrivez... Vous voyez un peu la situation. Oui. Si elle devait rentrer dans la mélodie, donc vous voyez, Zenabo, il y a ces 3 syllabes. Alors que si c'était Sali, c'était court. Elle n'en a pas fait un problème? Non, non, elle savait que c'était elle. Oui. Voilà, elle savait que c'était elle. Et cette chanson a fait le tour du Burkina et du continent africain. Et toutes les prestations, il y avait un monde fou qui vous applaudissait. Qui réclamait, oui, c'est vrai. Le succès m'a surpris parce que moi, j'ai chanté une chanson qui me plaisait. C'est vrai qu'elle est agréable, mais surtout, je racontais une histoire qui me plaisait bien. Et quand elle était présente dans la salle, ça me faisait énormément plaisir. Et je me rappelle le seul reportage d'ailleurs sur la chanson Zenabo, c'était lors d'une émission à l'hôtel Silimandé. Et comme elle a travaillé au ministère de la Communication et de la Culture, les caméramans étaient bien sûr ses collègues de travail. Elle est allée s'asseoir loin, mais ils ont été zoomés et puis la prendre pour venir mettre dans le clip. Et quand elle a vu ça, elle était complètement découragée. Parce qu'elle était très discrète également et très effacée. Elle ne voulait pas... Bon, mais c'était comme ça. Oui, mais ce qui est important aussi à soulever, vivre avec un artiste, au début, vous n'aviez pas grand-chose. Elle vous a supporté. Et quand le succès est arrivé aussi, on est restés ensemble. Vous êtes restés ensemble? Elle vous accompagnait dans les spectacles? Oui. On voyageait ensemble, on partait partout ensemble. Ça, c'est même avant que le succès ne soit évident. J'ai tenu à ce... Comme je vous ai dit, on était de très grands complices. C'est pour ça que son départ a... Vous a beaucoup ébranlé. Oui, mais souvent, les spectacles où il y avait du monde, on s'est dit aussi que vous étiez un jeune premier, peut-être, pourquoi pas. La jeune féminine, comment vous gérez ça avec elle? C'était des moments aussi souvent pas faciles, non? Oui, c'est vrai. Elle a vu ça, elle a vécu ça. Souvent à la Maison du Peuple, dans les coulisses, quand je finissais de chanter et que je rentrais pour me changer, pour rentrer,
j'ai trouvé des filles à l'intérieur, quelques filles. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui racontaient des choses. Pleuraient même. Ouh là là, c'était pas facile. Alors, il y en a qui m'apportaient des mouchoirs avec... Pour des autographes et autres? Non, non. Pour moi, elle les brodait avec mes initiales. Et tout. Il y avait plein de choses comme ça. Et, des lettres. Et madame était à côté en son temps? Oui, mais on n'était pas mariés. Vous n'étiez pas encore marié? Non, au départ. Mais elle était là quand même Elle à était côté, là, elle oui. observait toute cette... Oui, oui, oui. Elle est très calme. Elle cherche un petit endroit, elle se met là-bas, elle attend que je finisse. Après, elle me demande, tu as fini? J'ai dit, oui, allons-y alors. Je sors et puis je la remorque avec ma moto et puis on s'en va. Elle a pu faire face aux médisances et tout. Oui, mais on lui a dit plein de choses. Malheureusement, il y a des gens qui n'étaient pas très gentils. Mais elle savait pourquoi c'était comme ça. Mais elle savait également que je l'aimais énormément. Donc, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Et ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que le clip Zenabo n'a jamais eu lieu. Vous n'avez jamais fait un clip spécial Zenabo. C'est comme dit lui que je l'attends. Oui. C'est ça le problème. C'est la question à $10 000. Je sais pas pourquoi. Ce sont des chansons qui ont marché. Oui. Jusqu'à maintenant, la nouvelle génération continue de chanter Zenabo, dis-lui. Oui. Mais il n'y a pas de clip officiel de ces différentes chansons. Oui. Je crois que je vais réparer. Oui. Pour les 50 ans, je prépare aussi des clips afin de laisser quelque chose à la postérité. Oui, à la postérité. Dis-lui, c'est quelle histoire en fait? C'est une fiction en fait. Oui. Dis-lui que je l'attends, c'est l'histoire d'un jeune homme qui aime une fille. Et puis, ils s'aimaient vraiment, quoi. C'était réciproque, ils avaient un amour vraiment qui... Mais quand ils ont commencé à parler mariage, les parents de la fille, qui étaient aisés, ça se voyait beaucoup à l'époque, ils ont dit non, 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 tant que c'est comme ça, des petits trucs comme ça marche, mais jusqu'à aller au mariage, tu ne peux pas parce que, voilà, vous n'êtes pas pareil. Bon, c'était juste une fiction. Mais à l'époque, moi, j'ai toujours été... j'ai toujours vécu avec le public, j'ai toujours vécu avec les amis. Toutes vos chansons, c'est pour raconter des faits de société. Oui. Pour la plupart du temps, beaucoup, oui. Oui. Donc, on était ensemble avec tous les amis, et tout le monde. Moi, je suis très accessible. Donc, j'écoute les gens parler et tout. Donc, c'était une histoire qui était quand même récurrente. Des gens qui ont été cassés par leurs parents alors qu'ils s'aimaient réellement, qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leurs rêves. Et donc, quand j'ai composé cette chanson-là, ça a pris. Oui. Voilà, la mayonnaise. Et puis, les gens s'identifient facilement à cette chanson. Vous avez été surpris par le succès de la chanson Dis-lui? Oui, oui, aussi. Oui. Et je me rappelle, un jour, j'ai chanté cette chanson à la Maison du Peuple. Il y avait Feu Ernesto Guégué qui devait venir jouer avec nous à l'époque. Et il a chanté une fois, moi, Sanoudé a chanté, Cissé aussi, je crois. J'étais le dernier, je devais sortir, et après moi, Guégué devait continuer. Quand j'ai chanté ce jour-là, j'ai tellement vécu, j'avais tellement vécu la chanson, il y avait encore des photos, je ne sais pas si je peux les retrouver. Et le technicien à l'époque, la Maison du Peuple était vraiment une très très belle maison, une belle salle de spectacle. Ouais. Donc ils ont coupé toute la lumière au niveau de la Maison du Peuple. Et il y avait un faisceau de lumière qui venait juste sur moi. Et j'étais au bord de la scène. Il n'y avait pas de téléphone où on pouvait éclairer la salle. Non. Oui. J'étais au bord de la scène, je me suis mis à genoux, puis je me suis assis. Et j'ai commencé à sangloter. C'est-à-dire, j'ai vraiment vécu la chanson à telle enseigne que je voyais effectivement deux jeunes qui étaient brisés par l'inconscience des parents de la fille. Et je n'ai pas pu me retenir. J'ai commencé à pleurer doucement et puis j'ai commencé à sangloter. Donc, toute la maison du peuple me voyait pleurer. Oui. Et à l'époque, c'était Jean-Pierre Ilboudo qui animait. Il était à la radio. Je crois qu'il travaille actuellement à la FAO, je crois. Il y a très longtemps que j'ai entendu parler de lui. Il est venu pendant que je pleurais, il a enlevé son manteau, il m'a couvert et il m'a ramené comme ça dans les coulisses. Ah, vous n'avez pas pu terminer la chanson ce jour-là? Non. Il m'a ramené dans les coulisses et quand il m'a ramené dans les coulisses, il y a fait plein de monde. Les gens sont rentrés dans les coulisses et ont commencé à pleurer avec moi. Waouh. Ouais. C'était des moments quand même spécifiques. C'est très émouvant. Et quand je suis ressorti, la Maison du Peuple était presque vide. Les gens sont partis. C'est-à-dire qu'ils en avaient pour leur compte. Quoi.
Et personne n'est resté même pour voir la prestation d'Ernesto Diedje. Ils sont restés, mais oui. pas, ce n'était plus comme avant. Beaucoup de gens sont rentrés. Et ça, ce sont des choses, des événements qui vous marquent quoi, toute la vie. Dans la vie d'un artiste, quand même, faire pleurer des gens de cette manière, c'est Ouais. des moments inédits. C'est vrai. Oui. C'est Et vrai. quand vous êtes arrivé à la maison, encore une fois de plus, Ouais. c'était difficile tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Dis-lui. Je suis très émotif, très émotif. J'aime. Oui, parce qu'on a dit à un moment donné que c'est le chantre de l'amour. Est-ce que c'était une cible particulière que vous visez avec vos chansons? Quand on prend Zenabo, quand on prend Dis-lui, c'est tout le temps l'amour que vous chantez? Oui, même mon dernier clip, L'autre regard, bon, ça parle de beaucoup de choses, mais ça parle surtout de l'amour. Mais pourquoi l'amour tout le temps dans vos chansons? Pourquoi avoir choisi, opté pour l'amour? Je crois que c'est mon tempérament, c'est quelque chose que j'ai vécu. Disons que j'ai eu la chance, au départ, d'avoir une maman extraordinaire. Wow. J'ai vécu auprès d'elle et j'ai appris énormément. C'était vraiment mon... Elle était votre boussole, à la limite. Exactement. Et je passais beaucoup de temps avec elle et elle m'a beaucoup parlé de l'amour. Ouais, elle m'a dit des choses qui sont restées jusqu'à aujourd'hui. Et après elle, il y a mon épouse, comme je vous ai dit, la défunte. Et aujourd'hui, Dieu merci, je me suis remarié avec une femme formidable avec laquelle je suis très heureux. Certains ont vite fait de dire que vous avez longtemps attendu derrière la colline avant de retrouver votre deuxième épouse. C'est ce que les gens ont dit, effectivement. Oui. Je suis très heureux aujourd'hui avec elle. D'ailleurs, beaucoup de gens la confondent à ma défunte épouse parce qu'elle se ressemblait physiquement et tout. Mais c'est surtout ce qui est à l'intérieur qui est important pour moi. Et elle aussi, elle vous comprend comme l'autre. Hein? Exact. Elle accepte partager ces moments de... Oui. Et je vis vraiment beaucoup de bonheur avec elle. Et tous mes enfants et les petits-enfants actuellement... Alors, revenons maintenant sur vos différents concerts, parce qu'on a dit, de par le passé, chaque fois qu'un Youssouf Compaoré doit prester, c'est salles combles. Oui, c'était quoi la magie? Non, bon, d'abord, moi, je donne au public ce qu'il demande. Je crois que c'est important. Et c'était le live à tout moment? Oui, il n'y avait pas de playback? Non, c'était le live. On travaillait longtemps pour avoir un bon répertoire qu'on corrigeait, il faut polir et tout. Et quand vous arrivez, c'est aussi ça le professionnalisme. Il faut vraiment que quand les gens se déplacent, qu'ils aient le respect qui leur est dû. Vous voyez, souvent, moi, je suis découragé quand je vois des artistes qui s'habillent de façon pas très gentille pour aller chanter. Un artiste doit tout le temps bien s'habiller? C'est important parce que, vous savez... Bon, moi, je n'ai jamais été une star de toute façon. Vous l'avez été, même jusqu'à présent, vous l'êtes. Même si vous refusez de le reconnaître. Un artiste qui fait pleurer des gens, un artiste qui éveille les consciences, qui mobilise autant de personnes, c'est pas donné quand même à tout le monde de le faire. C'est vrai, mais la star mania... Vous êtes dans l'humilité, vous êtes le vrai Burkinabé, visiblement. Bon, je ne pense pas que ce soit ça. Je suis plutôt réaliste. Vous savez, la star en anglais, c'est l'étoile, n'est-ce pas? Mais dans la réalité, l'étoile, elle est belle, les gens l'admirent et tout, mais elle est tellement éloignée de nous, elle est loin, on ne peut pas la toucher. Donc finalement, elle ne sert pas trop. Vous voyez? Moi, je crois qu'un artiste doit être accessible. Un artiste doit être humble, un artiste doit être quelqu'un qui va vers les gens. Donc les artistes qui font des barrières avec le public, donc pour vous, ce ne sont pas des artistes? Non, ils n'ont rien compris encore à la mission qui leur est assignée. Parce qu'un artiste est une référence. Un artiste, c'est quelqu'un qui conseille, c'est quelqu'un qui cause avec les gens. Comme je vous dis, de toute façon, c'est comme la plupart des chansons que je chante, c'est avec les gens que quand je discute, par exemple, dis-lui que je l'attends, je n'ai pas vécu cette histoire, mais j'ai vu des gens qui l'ont vécu, échanger avec moi et tout, et tout. Et ça, c'est important. Mais si vous ne les approchez pas, les stars ne savent pas ce qu'elles perdent en réalité, à se tenir loin des gens. Ça ne sert à rien. C'est tellement facile d'être gentil. Oui, je ne sais pas. Qu'il n'y a aucun intérêt à être méchant ou à créer des distances inutiles. Voilà, à être compliqué. Oui, quelqu'un a dit que... Allez-y. Oui, au moment difficile, il y a des gens qui bâtissent des murs au lieu de bâtir des ponts. Mais je crois qu'un artiste ne devrait pas bâtir des murs. Au contraire, il devrait bâtir des ponts. Et ça, c'est un message fort. Hein. Apparemment, à vous écouter, chaque concert, c'était toute une préparation à faire. Ah oui.
Ah oui, non pour seulement moi, les c'est ça. répétitions, l'habillement aussi, parce que c'est un défi, non? Exact. Il faut être toujours bien habillé. C'est important parce que c'est ça aussi le respect que vous apportez au public. Quand un artiste va chanter les fesses dehors, je m'excuse du terme, ou bien avec... Mais c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Oui, mais est-ce que la mode vraiment nous arrange? Donc vous, ça vous peine de voir des jeunes, des artistes dénudés presque, même des hommes aussi qui s'habillent de façon dévergondée et autres. Pour vous, ce n'est pas ça être un bon... Non, je ne crois pas. Si vous avez remarqué aujourd'hui le problème, là, quand les gens font le spectacle, le chanteur, il chante peut-être, je dirais peut-être 30%. Le reste, c'est la danse. Et la plupart des danses, ce n'est pas des danses qui honorent vraiment l'homme avec un grand H. Je ne crois pas. Parce que nous devons donner un exemple. Vous comprenez? Nous devons être des éducateurs. Moi, je ne permettrai pas à des filles de venir danser en mettant en exergue leur... non. Chez vous, c'est carrément interdit, ce n'est pas possible. Non. Depuis que je suis jeune, hein, les gens vont se dire, oui, maintenant tu es vieux et tout. Mais ils peuvent remonter jusqu'à mes débuts, ils ne verront pas ça. Donc pour vous, ce n'est pas un honneur de faire des choses comme ça. Non, je ne on a crois l'impression que c'est ce qui fait vendre les clips aujourd'hui et tout le monde s'accroche à cela. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien. Voilà, un artiste, c'est d'abord la valeur même du message qu'il véhicule dans sa chanson, dans son œuvre. Et les belles chansons sont intemporelles. Et c'est ça. Nos chansons doivent nous survivre. Georges Drago, il y a longtemps qu'il est parti. Mais chaque fois que vous écoutez une chanson comme Adjaratou, mais moi, quand j'entends Adjaratou à la radio, à la télévision, automatiquement, j'ai des frissons. Parce que ce qu'il dit est profond. Et jusqu'aujourd'hui, ça y est, là, il n'est pas là, lui. Mais ses œuvres sont là pour lui. Vous voyez? Et les gens, aujourd'hui, composent des chansons qui meurent au bout de 3 mois. Parce que c'est joué dans les maquis, les machins, c'est tout. Mais il n'y a rien dedans, on ne peut pas écouter. Ça ne conseille pas, ça n'éduque pas, rien. Moi, je crois que c'est vrai qu'il faut aussi... comment dirais-je, égayer les gens. Le public. Oui, mais notre carrière ne doit pas se résoudre à ça seulement. Mais vous faites beaucoup dans l'humilité. On a vu beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand on dit qu'ils sont un peu connus, un peu stars, entre guillemets, si vous voulez bien, ils viennent en retard au concert, l'habillement ne suit pas. Bref, on est souvent même obligé de jeter des sachets sur la scène parce qu'ils ne sont pas là et autres. Quand vous voyez ça, vous vous dites, mais ce n'est pas ça la vie d'un artiste. Moi, je suis toujours arrivé 1 heure avant mon spectacle. Wow. Et ce matin, quand vous m'avez donné rendez-vous, j'étais là, très tôt, avant. Non, mais je crois que c'est déjà un respect quand quelqu'un se déplace pour venir. Même si votre spectacle est gratuit, les gens ne sont pas obligés de se déplacer pour venir vous voir. C'est de la considération que ces gens-là ont pour nous, les artistes. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, l'artiste, le public, c'est la maman de l'artiste. Nous avons besoin de ce public-là. Moi, je sais que je ne pourrais pas jouer pour les chaises et les murs. Je joue pour le public, des gens qui répondent, des gens avec lesquels je peux communiquer. Je peux me déplacer pour les voir, rigoler avec eux, leur raconter une petite histoire. C'est ça ma vie. Donc ces gens-là, je les respecte. Je ne peux pas manquer de respect à quelqu'un qui s'est déplacé de chez lui pour venir me voir jouer. Ce n'est pas possible. J'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. Et c'est important. Et la nouvelle génération ne l'entend pas de cette oreille. C'est pas ce que je vois, malheureusement. Il y en a qui ont dit 21h, le spectacle, il vient à minuit, 1h du matin souvent. Je me rappelle, un jour, j'étais programmé pour jouer dans un... il y avait beaucoup d'artistes qui devaient passer. J'ai été programmé pour jouer, malgré mon âge. Il y a un jeune qui n'est pas venu à l'heure. Moi, j'étais là avant même, pendant qu'on était enfin, avant même que ça commence, j'étais là, 1 heure avant, comme toujours. Et pendant que les artistes passaient, il y avait un programme. Et moi, j'ai regardé le programme, je sais à quel moment je devais passer. Après, parce que le jeune homme n'est pas venu, on est venu me voir, voilà, grand frère, j'ai dit non, je ne passe pas. Ah, on a voulu que vous remplaciez le jeune homme? Oui, j'ai dit non. Oui. J'ai dit je ne passe pas. Je vais attendre mon tour. Oui, mais je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas Est-ce que les organisateurs ne l'ont pas mal perçu? Bon, mais en fait, ça vient d'eux aussi. Oui, bien sûr. Ça vient d'eux aussi. Vous voyez, actuellement, il suffit de chanter un petit truc qui plaît aux gens et tout. Et automatiquement, au niveau de la presse, je m'excuse, hein, le gros problème, c'est au niveau de la presse. Vous voyez, on ne discipline pas les artistes. Ah, il faut discipliner les artistes. Ah oui, c'est important.
Ailleurs, dans les studios, par exemple, ici, je ne sais pas, mais ailleurs, quand on donne rendez-vous à un artiste pour venir jouer quelque chose, s'il n'est pas là à l'heure, il y a les requins qui traînent dehors et qui attendent de le faire. Oui. Il rentre seulement, il étudie la grille 5 minutes, il prend sa guitare ou sa basse, tout de suite, il met et puis il prend son argent, il s'en va. Vous allez venir avec votre guitare, vous allez être obligé de repartir. Ça, c'est important. Ça apprend aux gens à être disciplinés. Mais ce qui est bizarre aussi, ou ce qui est plus juste, la plupart des anciens, c'est des noms. Zenabo, c'est un nom local. Adjaratou, comme vous le dites. Oui. Vous avez tout le temps voulu vous accrocher à ce qui est réel, à ce qui est burkinabé, Exactement, visiblement. oui. Moi, je ne peux pas m'appeler autrement qu'Issouf Compaoré. Je ne peux pas. Je ne vois pas la nécessité de prendre un nom de cow-boy ou de, je ne sais pas moi, un nom que je ne comprends pas. Je ne vois pas la nécessité. Je n'ai pas besoin d'être autre chose. Ce n'est pas que vous, hein, votre génération, tout le monde a toujours... Ouais. voilà. Ça, bon, c'est quand même quelque chose d'important, je crois. Parce que nous avons des C'est racines. comme Salambo aussi, non? Pour Sada. Oui. C'est pratiquement les mêmes Eh oui. histoires. Mais oui, nous avons nos racines. Oui. Voilà. Si nous les foulons aux pieds, c'est fini. Hein? La culture, c'est ce qui va nous rester quand on aura tout perdu. Voilà. La révolution chinoise, c'est la révolution culturelle et autres. Exactement. Donc, vous pensez qu'on peut partir de la culture pour faire en sorte que le Burkina soit un pays émergent? Mais bien sûr. La musique nourrit son homme, ça se sait. Il y a eu des exemples un peu partout dans le monde entier. Il y a eu un moment où la livre sterling est tombée complètement. Il a fallu le recours des Beatles à l'époque pour faire remonter ça. C'est extrêmement important. Tout un pays. Et pas Mais est-ce que vous pas avez n'importe l'impression qu'on lequel. considère vraiment les artistes dans notre pays? Non, mais moi je dirais que le problème c'est 50-50. Les artistes eux-mêmes souvent n'évoluent pas comment dirais-je, ils ne prennent pas le chemin justement du respect, ils ne prennent pas le chemin qui fait que les gens sont obligés de les respecter. Moi je pense. C'est ça aussi qui fait que souvent c'est comme ça. Alors, les hommes encore, ça va. Quand on voit les jeunes filles qui chantent aujourd'hui, on a l'impression que tant qu'on ne se dénude pas un peu, on n'a pas de succès musical. Oui, mais ce sont les accompagnants, c'est tout ce qui gravite autour des artistes aujourd'hui. C'est eux qui les mettent dans des difficultés, qui les font chanter des langues qu'ils ne maîtrisent pas, qui les font porter des habits bizarres, tout, parce qu'ils veulent vendre. C'est pas ce qui marche ailleurs qu'on doit forcément introduire ici. Non. Je crois que nous pouvons cultiver ce que nous avons. Il y a des jeunes ici qui ont beaucoup de talent. Je les vois, je les écoute, qui ont beaucoup de talent. Malheureusement, ils ne sont pas bien encadrés. Vous est-il arrivé de parler à des jeunes avant un spectacle pour dire, mais votre habillement là, prochainement, ma fille, il ne faut pas faire ainsi? Si. J'en ai parlé à une fille, je ne dirai pas son nom, il y a très longtemps de cela. Mais elle m'a écouté. L'autre jour, je discutais avec mon épouse, je lui ai dit. Mais quand je lui ai parlé, elle venait avec des pantalons, machin, avec... Bon, ça la serrait, c'était pas très joli. Et moi, je lui ai dit, non, je crois que tu peux t'habiller autrement. Elle l'a accepté. Et quand on s'est rencontrés, après, sur un spectacle, elle était vraiment bien habillée. Elle est venue me voir, elle m'a dit, tonton, tu sais, depuis que tu m'as parlé, là, je suis rentrée, je ne pouvais pas dormir. Parce que j'ai vu que j'ai vraiment perdu du temps à m'habiller comme ça, à vouloir plaire aux gens. Maintenant, je me plais d'abord, mais quand je suis sorti, tout le monde a apprécié mon habillement. Le paradoxe, c'est que les Burkinabés aiment les femmes qui s'habillent bien aussi. Ben voilà. Oui. Voilà. Un artiste n'est pas obligé d'être extravagant ou machin. Non. Moi, je ne crois pas. On peut rester ce qu'on est. Ce qui est important, c'est ce qu'on dit aux gens, c'est ce qu'on chante. C'est la valeur de la musique. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps, le Burkina musical a beaucoup perdu, avec la nouvelle génération, avec le mimétisme surtout? Bon, il y a un danger quand même. On peut dire que nous sommes à la croisée des chemins. Oui. Parce que si on y prend garde, on va perdre notre identité. Et ça, c'est très, très, très difficile. Vous voyez. Moi, j'ai vécu avec des monuments comme les Tidjane Koulibaly qui chantait Baba Moussa, avec les Maurice Saint-Pouré qui chantait Woroya Noro. Mais quand vous les entendez chanter, c'est du Moré, comme Henri Tapsoba. Est-ce que vous voyez? Mais quand ils vous chantent,
quand Tidjane chante le djoula, tous les villageois comprennent ce qu'ils disent. Il y avait aussi Samboué Bernard aussi qui chantait Bobo. Bobo, oui. Oui, ça c'est... Salaka Vince. Exactement, Salaka Vince qui chantait le bois mou, je crois, le bois, je sais pas. Mais c'est des gens qui se sont appliqués à chanter leur langue. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas faire pareil? Pourquoi un jeune moussi va chanter... Vous n'avez aucun complexe en chantant en moré, hein? Vous allez continuer à le faire? Ah oui, ah oui, j'aime bien. Mais je ne peux pas comprendre qu'un jeune moussi chante le moré comme s'il était Yoruba. Ah non, ça je ne peux pas accepter. Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter. Parce que si tu n'as... En réalité, ce sont des carences qu'ils traînent. Ah oui. Parce que si tu connais, si tu maîtrises ta langue... que vous êtes assez compliqué, les anciens. C'est vrai. Oui, tout. Surtout moi, parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir, on a discuté. Quand je leur parle, par exemple, de cet aspect des choses, ils disparaissent. Il y en a qui sont venus me voir, voilà, papi ou papa, je veux reprendre ta chanson, Zenabo, ou telle chanson. J'ai dit, d'accord, fais-moi un projet, je vais voir. Le gars, il s'en va, il rentre en studio, il fait un truc quand il amène, il ne chante même pas juste, déjà. Il ne chante même pas juste. Et le gars, quand il vient, je dis, mais c'est pas bon. Tu ne chantes pas bien. Mais quand le gars part, il ne revient pas. Il ne veut pas prendre le temps d'apprendre. Et c'est ça tout le problème de la jeunesse actuellement. Malheureusement. On n'accepte pas à apprendre. Voilà. Tout. Vous parlez de carences même. Oui, des carences. Il y en a qui ont appris avec des tares et qui continuent avec. Malheureusement. Qui chantent avec des modulations impossibles, incroyables. C'est terrible, il y a des gens qui sortent, qui disent, moi j'ai 10 albums, j'ai 15 albums et tout. Mais vous prenez le premier album, vous écoutez, c'est une seule chanson qu'il a dans l'album. Oui. Il y a 15 titres, mais en réalité, il y a une seule chanson. Une seule chanson? Une seule. Vous êtes dur en critique, vous? Pourtant, c'est la vérité. Oui. Une seule sur 15. Hein? Oui, c'est la même mélodie. Oui. Il efface seulement les paroles et il écrit d'autres paroles là-dessus. Et toutes les 15 chansons, c'est pratiquement pareil. Ça veut dire que, en réalité, pour quelqu'un qui ne comprend pas la langue, si le gars a chanté à moré, par exemple, si vous ne parlez pas moré, ça va être tellement monotone que vous n'allez pas écouter 2 chansons. Parce que toutes ces chansons se ressemblent. Et c'est pareil pour les 10 albums. C'est terrible. Est-ce qu'il manque, les gens manquent d'efforts aujourd'hui, d'engagement, d'application, oui. On refuse de travailler pratiquement? C'est ça la réalité. Parce que dans un seul album, on peut avoir énormément de genres dedans. Un album de 10 titres, vous pouvez chanter plein de choses. Oui. Du Warba, du Wenega, plein de choses dedans. Malheureusement, on a encore du chemin. Hein? Alors, je voudrais qu'on parle maintenant des aspects lucratifs de votre carrière musicale. C'est à partir de quel moment vous avez commencé à vraiment vivre de la musique? Disons que j'ai fait beaucoup de spectacles. Et à chaque fois, quand même, j'arrivais à tirer mon épingle du jeu. Le premier gros cachet, c'était combien? Je ne parle pas des 500 francs, hein, je parle du premier vrai gros cachet là. Oula. Le jour quand vous avez signé un contrat, vous avez dit, ouf, moi, Youssouf Compaoré, je compte maintenant parmi les grands artistes africains. Oui, je sais que moi, je me faisais payer 500 000 francs pour les spectacles. 500 000 francs pour les spectacles? Oh, oui, il y a très longtemps déjà de cela. Oui. Ouais, il y a très longtemps, peut-être 20 ans, 30 ans déjà. Wow. Mais j'ai beaucoup travaillé, par exemple, dans la sensibilisation, comme je vous ai dit. Et ça payait beaucoup? Ah oui, ça paye très bien. Ça paye très bien. Et ça, il a fallu que je me spécialise dans la sensibilisation. Oui. Il a fallu que j'ai, par exemple, quelques armes sur la sociologie, la psychologie. Vous ne pouvez pas chanter de la même manière pour le paysan que pour le fonctionnaire, c'est pas pareil. Et c'est cette sensibilisation qui vous a amené dans une ville comme Falangoutou en 1996. Oui, ça a été une belle aventure. Oui, extraordinaire, qui m'a marqué vraiment jusqu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1996 quand vous êtes parti à Falangoutou? Falangoutou, faut-il le signaler, c'est après Dori. Oui, c'est un peu vers la frontière, n'est-ce pas? Oui. Quand on est arrivé, on a été vraiment très bien accueillis. Et les gens nous ont dit, on n'a jamais vu même quelqu'un avec une guitare venir chanter pour nous. C'était la première fois? C'était la première fois qu'ils voyaient un orchestre en entier. Vous êtes parti avec tout l'orchestre? Tout l'orchestre, oui. C'était avec tout l'orchestre, avec tout le matériel. Oui, oui, tout. On était, moi, à l'époque, je suis sorti avec 19 personnes.
Mon équipe, personnes. oui, mon équipe faisait 19 personnes. Il y avait des musiciens, il y avait des manutentionnaires, il y avait des techniciens, tout. Donc c'était comme ça. C'était vraiment des spectacles. Et même dans les villages, je me produisais comme ça. Voilà. Donc quand on s'est organisé, quand on s'est installé pour jouer, le préfet était tellement gentil, il a eu peur que le public ne vienne nous envahir. Donc il a mis une très grande distance entre nous, je crois 7-10 mètres comme ça entre nous. Et on a attaché des cordes et le public était derrière. Et les officiels un peu devant, ils n'étaient pas nombreux même. Quand je suis arrivé, je me sentais très mal à l'aise. J'ai dit, mais non. J'ai approché le préfet, j'ai dit, ah non, mais ils sont trop loin. Il dit, ah, s'ils viennent, il y a des... Surtout que c'était la première fois que certains voyaient le matériel de musique et tout ça. Oui, il dit, il y a des risques qu'ils cassent votre matériel. J'ai dit, non, moi je ne crois pas. On va leur dire tout simplement d'être calme, d'être discipliné. Mais à cette distance-là, moi je ne me sens pas... C'est comme si je ne chantais pas pour eux. J'ai besoin qu'ils soient proches, que nous puissions communier. Ah, il a hésité, moi j'ai insisté. Finalement, on a arraché les cordes, je leur ai dit de venir. Et ils étaient à 2 mètres de moi. Donc, pendant que je chantais, je pouvais toucher les gens, rigoler avec eux et tout. Mais ils sont restés disciplinés. Ils reprenaient vos chansons? Oui. À Falangutu? Oui. On chantait des trucs et puis ils répétaient. Donc, pendant qu'on chantait, il y avait beaucoup de monde et moi j'étais heureux. Il y avait beaucoup de femmes surtout. Mais à un moment, je vois que toutes les femmes repartaient. Elles repartaient et puis elles sont toutes parties. Là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit de mal au sujet des femmes pour qu'elles disparaissent comme ça de mon spectacle? Et vraiment, quelque part, je ne comprenais pas. Puis, 20-30 minutes plus tard, je les ai vues revenir toutes. Elles étaient à la file indienne avec, sur leur tête, elles portaient des calebasses, des petits sacs. En tout cas, chacun avait un ballot. Pour venir vous donner ou bien c'était quoi? Vous dire merci? Oui, pour venir me remercier. Quand elles sont arrivées, on a posé des nattes. Et celles qui avaient du mil, on versait le mil ensemble. Celles qui avaient le gombo sec, on mit le gombo sec ensemble. Ceux qui avaient le haricot, on mit le... J'étais dépassé. Ça, c'est le vrai Burkina, quoi. Ah oui, mais moi, franchement, ça m'a touché. Et j'ai dit au préfet, mais c'est nous qui devions faire ça pour... Elle dit, ah, il faut accepter. Si vous refusez, ça va les frustrer. Ce n'est pas possible. Vous allez les contrarier. Vous êtes revenu avec beaucoup de condiments pour madame. Oui, en tout cas, pendant un bon bout de temps. Oui, mais j'étais tellement heureux. Oui. Et ces condiments-là, je les ai transportés. J'ai donné des consignes pour que rien ne disparaisse. Jusqu'à ce qu'on arrive à Ouaga pour qu'on puisse... C'était une belle aventure. Oui, ça m'a marqué. Oui. Vous voyez, ça, c'est un public... ce n'est pas des choses qu'on peut acheter. Oui. Voilà. Ils se sont exprimés, ils m'ont dit ce qu'ils pensaient de moi. Et ça vous reste quoi, toute la carrière. Et votre carrière a été aussi enrichie, hein, parce qu'on voit tous ces trophées, vous avez eu tout, Marley d'Or, Koundé, Faman, même hors du Burkina Faso. Vous avez remporté le premier prix de la Semaine nationale de la culture aussi. Oui, en 84. Mais tous ces trophées, je ne les ai plus malheureusement. Oui. Ouais, même en Corée, on a ramené une coupe. Corée du Nord. Du Nord, oui. Ouais. On dit qu'ils ne sont pas fréquentables. Un artiste burkinabé qui va chanter en Corée du Nord. Oui. J'ai été avec un ami, malheureusement, qui n'est plus de ce monde, Jacob. Que la terre lui soit légère. Et à 2, on a joué dans la catégorie des duos et nous avons été 2e. On a eu une coupe. C'est extraordinaire. Mais si je vous raconte comment on a galéré, vous ne pouvez pas penser. Ah oui. Ouais. C'était pas simple. C'était terrible. Parce qu'au niveau, quand on nous a sélectionné, c'est moi qu'on a sélectionné et j'ai cherché donc un guitariste pour m'accompagner. C'était Jacob que j'ai demandé de venir jouer avec moi parce qu'on avait l'habitude de travailler ensemble. Le ministère ne nous a absolument rien donné pour une mission d'1 mois. Rien. Alors, la veille du départ, c'est M. Kafando, à l'époque, qui était le directeur de la Maison du Peuple, qui a organisé une séance de cinéma. Il a fait passer le film Tilay de Idrissa Ouedraogo et qui a récolté 75 000 francs, je crois. Et c'est ce qu'il nous a donné. Pour aller représenter le Burkina Faso. Pendant 1 mois. Donc ça faisait 37 500 francs chacun. Et on nous a donné un visa soviétique. Le visa soviétique, à l'époque, ce n'est pas des cachets qu'on mettait sur votre passeport. C'était un truc avec plusieurs volets. Et quand vous arrivez à l'aéroport,
on cachette un volet, on retire, on vous laisse les 2 volets. Nous, on nous avait donné que 3 volets. Ils avaient fait un mauvais calcul. Donc, quand on est arrivé à Moscou, on nous a pris un volet. On est resté à Moscou 3 jours. Après, on est parti à Pyongyang. Arrivé là-bas, on nous a retiré un volet. Au retour, enfin, quand on partait, quand on est arrivé, on a enlevé un volet. Quand on partait, ils ont enlevé le 2e volet. Il ne nous restait plus qu'un volet. Donc, à Pyongyang, ils nous ont dit, ah, si vous arrivez avec un seul volet, ou alors vous dormez à l'aéroport, et si vous sortez, vous n'allez pas pouvoir partir. Il vous faut acheter des visas. À l'époque, j'ai téléphoné au ministère depuis Pyongyang pour qu'on nous envoie 2 visas pour notre retour. Que dalle, rien. Nous n'avons rien eu. Et j'étais obligé d'appeler l'ambassadeur, je ne citerai pas son nom parce que vous le connaissez très bien. Notre ambassadeur à l'époque qui était au Japon, que je connaissais personnellement, je l'ai appelé pour négocier afin qu'il voie quelle solution il peut trouver pour qu'on puisse repartir. On ne peut pas rester à l'aéroport à Moscou pendant 3 jours à l'aéroport quand même, alors qu'on est allé représenter le pays. J'ai insisté, je l'ai appelé 1 fois, 2 fois, mais il n'a pas pu arranger cela. J'étais obligé de vendre mon balafon à des Norvégiens, je crois. Oui, vendre votre balafon. J'ai vendu mon propre balafon afin que nous puissions avoir $100 pour acheter 2 visas pour pouvoir arriver. Quand on est arrivé à Moscou, on a pu donc sortir, aller à l'hôtel pour les 3 jours. Et au retour, c'est avec donc cet argent qu'on a payé les visas pour pouvoir revenir. Et quand vous êtes revenu au pays, les gens étaient fiers de dire que vous êtes allé représenter le Burkina. Et qu'on a ramené 1 médaille et 1 coupe. Et les autorités n'ont pas eu honte de célébrer ça? Rien. On nous a rien donné, rien. C'était comme ça. Vous imaginez? On était avec des Togolais, des Ivoiriens, et ceux qui n'avaient pas reçu grand-chose avaient au moins 700, 800 000 francs chacun. Ce que je veux savoir, 50 ans de musique, on est presque à la fin de cette émission. Vous avez décidé donc de revenir sur votre carrière. C'est ça. Avec un programme alléchant, ça veut dire que vous allez aller au contact de la population. Oui. Dans un contexte d'insécurité, comment vous comptez faire cela? On va beaucoup prier. Oui. On va beaucoup prier. D'abord, vous savez que cette insécurité, de toute façon, moi je le dis souvent aux gens, même ici, on n'est pas tellement en sécurité. Oui. On n'est pas à l'abri. Oui. On ne sait pas ce qui peut arriver. De toute façon, Ouagadougou même a déjà été attaqué à 2, 3 reprises. Voilà. Donc, on va prier et on va voir ce qui est faisable. Au départ, l'idéal aurait été qu'on puisse aller dans les 13 régions. Mais malheureusement, actuellement, avec, comme vous dites, l'insécurité, on a choisi d'aller dans 5 régions. Enfin, dans 5 villes. Pas qu'elles soient les plus grandes ou quelque chose comme ça, mais juste parce qu'elles sont accessibles. Et ça vous peine de savoir que votre pays est attaqué, on n'arrive même pas... C'est pour ça que j'ai placé le cinquantenaire là sous... comment dirais-je, l'angle de la paix, voilà, la sécurité. Est-ce que vous pensez que les artistes peuvent jouer leur partition pour le retour de la paix au Burkina? Mais bien sûr, c'est parce qu'on ne les écoute pas. Oui. C'est parce qu'on ne les écoute pas. Et c'est pas le fait de chanter sécurité, machin. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Les artistes peuvent participer à beaucoup il y a des cadres de réflexion. Mais je n'ai jamais entendu qu'on a pris un artiste pour participer. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils peuvent apporter quelque chose. C'est ce qui manque au Burkina. Souvent, on met les vrais acteurs de côté et puis on prend des amis pour discuter. Et après, on trouve que les résultats ne sont pas satisfaisants. C'est vrai. On est pratiquement à la fin de cette émission. On ne peut pas vous laisser partir sans nous offrir de nous au moins quelque chose. Quelle est la chanson en 1 minute que vous pouvez proposer au peuple burkinabé avec une regard sur Burkina Info avec votre guitare? Je voulais choisir. Je suis un peu embêté là. Est-ce que vous allez nous faire quoi? Zenabo? Donc Zenabo en 1 minute. D'accord. On va essayer. Merci. Ça c'est pour gratifier le public burkinabé. Merci beaucoup. Burkimbi katabando imam yetum ngata Zenabo Zenab langira zuwa
Timam Sanan Kini in the Kadamia. I didn't know Guamkay. Lasaya Yuba Guamia. Rinna Guampa Gumlele. Timam Winham Nozomara Yere Mbo Nantosa Zenabon Puse Armam ya non saba Zenabo Panam Belrofie Armam Bawaya Kakwa da Zenabo Ma Mengtum Larinda Mpabizika kwa Rivier Kopof lelelelelelele When Sambu me fu konkonge La yela taba ya Zenabo Renna ye when lemita Ta Zenabo yetire kayelie Barka Tira kan ligir seta membasa Non submete me wapam ligria Nisal kapam tarar katae kelre Ring abidman sugne wende Ti wen kota wen keta Nebu soye sidgom la meware Ti zaman kompuli sama fasa Yeti pa kwil san wapora Mi kameta sobtara ligidi Adi zaman fan san sama me wari ambo Mami bayir keton son halwo so koma Bala san ya ligid la karam waria telre Mata kompodam keton zinda kontka bata ligid la Ringa bidman sugunne wende Adiyel be pour un bénéré. Papa 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 bara. Papa 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 bara. Papa 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 bara. Beaucoup de passion, donc vous n'avez pas envie d'arrêter du tout. On est obligé d'arrêter parce que nous sommes pris par le temps. Super. Merci à vous. On n'a pas vu passer le temps. Mais merci oui, parce beaucoup, que c'était vraiment... Draogo. Oui, je vous en prie. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on arrête définitivement cette émission-là? Oh, je voudrais réellement rendre grâce à Dieu Oui. pour tout ce qu'il a fait pour moi durant ces 50 ans. Parce que c'est à lui que je me suis accroché. Chaque fois que j'ai eu des difficultés, chaque fois que c'est dur, Oui. Il m'a tendu la main. Et on va vous souhaiter encore plus de 50 autres années de musique, sait-on jamais. C'est Dieu seul sait, c'est Dieu qui porte tout le monde. Merci beaucoup. Et je vous souhaite beaucoup de courage et bonne continuation. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Je vous remercie pour m'avoir accordé cette tribune-là, formidable, par laquelle j'ai pu m'adresser à tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces 50 ans. Et je voudrais profiter encore de votre micro pour leur dire merci. Merci à tous ceux qui m'ont vu il y a 50 ans et qui continuent de me soutenir aujourd'hui. Merci à ceux qui viennent de me découvrir et qui veulent encore me soutenir. Et je leur demande véritablement de continuer et de me soutenir. Parce que le cinquantenaire, c'est un des plus grands projets de ma vie que j'aimerais réussir. En fait, ce n'est pas le côté festif. Je veux laisser quelque chose, voilà, exactement à la postérité. Donc 50 chansons enregistrées, quelques clips, donc un coffret de 50 chansons, mais également un livre qui parle donc de ma carrière. Et j'aimerais vraiment que la génération qui vont venir plus tard puisse s'inspirer de ce que j'ai fait. Si en tout cas ils sont convaincus. Ils seront convaincus. Déjà, on est convaincus de ce que vous avez fait. Merci beaucoup, à vous. Vous avez en tout cas le soutien de Burkina Info qui sera toujours là pour vous accompagner pour ces 5 ans. Formidable. Merci encore. Merci beaucoup. Alors, vous l'aurez donc remarqué, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous avons parlé de musique, 50 ans de parcours de Issouf Compaoré, un monument, un trésor humain vivant. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.